Non mais cette musique. Alexandre Desplat, encore heureux qu'il est là, parce que sinon j'aurais eu vraiment peu de choses positives à dire. Pardon. Et nous voici donc arrivés dans le final. The Final, en 2 chapitres. Depuis le temps que je leur dis qu'il faut diviser les tomes en 2 parties, ils l'ont enfin fait. Et ça rend bien. Donc David Yates se retrouve aux commandes de ce charmant final et décide de prendre les 2 films comme s'il n'en faisait qu'un de 4 heures divisé en 2. Et ça, c'est cool. Nous avons donc clairement 2 parties, la première de recherche des Horcruxes, la deuxième avec la bataille de Poudlard. Ce qui est bien, c'est que les 2 films prennent leur temps, surtout dans la première partie. Ce qui est moins bien, c'est qu'ils en prennent un peu trop. Bon, il faut savoir que la VF de ces films est de mauvaise qualité. Elle rend les dialogues longs et mauvais comme des lamas enragés. Je vous conseille donc de les regarder en VOST. Vraiment. Mise en scène, parfaite. Ou pas loin. Toujours un problème avec les effets spéciaux, mais sinon c'est pas loin d'être une prise de vue de malade. Les scènes sont travaillées, tout comme la musique, comme celle-ci, Oblivate, par exemple, utilisée comme ouverture de l'album du 7, suivi de Snape to the Malfoy Manor, un thème obscur et épique qui nous ramène à la réalité. Peu à peu, on a une superbe évolution, avec de plus en plus de thèmes tristes, calmes, longs, comme l'univers qui se dégage du film. Un climax se situe vers la superbe Godric's Hollow Graveyard. Mélange de piano, violon solo, une guitare pour le moins étonnante, presque une musique de film d'horreur. Enfin, la bande originale se termine sur The Elder Wand pour tout relancer. Mais je rage tout de même qu'il n'y a quasiment aucun rapport entre la bande originale du 7 et celle du 8, pourtant composée par la même personne. Malgré tout, je trouve que la musique du 8 est meilleure, j'en reparlerai un peu plus tard. Un film très travaillé sur le visuel, comme je le disais, l'esthétique, les décors, comme par exemple avec le Conte des Trois Frères, ou encore ce plan. Lupin et sa femme ne sont jamais vraiment aimés. C'était complètement impossible et inutile de développer ce détail dans les films. Yates a tout de même voulu nous le montrer via ce plan. Ils n'arrivent pas à se tenir la main, donc ils sont séparés pendant la mort. Bio. Bien évidemment, c'est toujours sous-éclairé, c'est très souvent trop sombre et par moments un peu raté. Mais c'est un Harry Potter, c'est jamais parfait, donc on le pardonne. Ou pas. Je trouve la bataille de Poudlard correcte, même s'il manque un peu de superbes scènes épiques, comme il en aurait fallu. La préparation de l'attaque est pas mal du tout comme la scène de la traversée du champ de bataille avec les bruitages qui laissent place à la musique, ou encore le superbe plan séquence d'ouverture de cette dernière. A l'inverse, la première scène d'attaque, bordel, c'est pas ouf. C'est pas super combatif, pas super mis en scène, pas vraiment travaillé. Encore heureux qu'il y a Desplat pour attraper le coup. Un autre truc, voilà ce que je reproche au VFX. En plus du sombre et de la flemme des détails, c'est surtout le copier-coller à mort. Les escaliers sans fin, l'armée de Voldemort, on en revient à cacher les défauts grâce à de la fumée. Merde, on est en 2010. Scénaristiquement parlant, les 2 films sont plus ou moins bien réussis. Un des gros points négatifs reste les dialogues dans la partie 1 surtout. Ils sont longs, ne servent à rien, ne disent rien, sont pas hyper travaillés et même les plus importants sont oubliés. Par exemple, simple, celui avant la mort de Voldemort. Le film, surtout la deuxième partie cette fois, comporte pas mal de scènes niaises et surtout pathétiques qui se veulent impressionnantes mais sont juste débiles. La mort de Bellatrix, le vol, allez Tam, finissons-en ensemble. La scène de la mort de Nagini et surtout la mort de Voldemort. La discussion qui n'a pas lieu, l'aspirateur à corps, la scène avec un épique datant des années 60. Quand même, le sens de l'image ici, c'est que c'est bon, c'est fini, on peut se tourner vers la lumière. Merde, ils auraient pu trouver quelque chose d'un peu plus original que de nous faire une scène remplie de déjà-vu, pathétique, sans profondeur, due à l'absence de dialogue. J'enchaîne donc en lançant une idée. La saga Harry Potter a vraiment du mal avec les fins de film. C'est QFD. En gros, ils nous font une belle fin sympa. Et ils ont juste oublié un détail. Là, quand Harry, voulant se montrer le plus fort, casse la baguette de Suro. Il vient juste de casser la seule possibilité qu'il a de faire réparer sa baguette. En gros, avant de pouvoir trouver un réparateur de baguette, et ça court pas les rues ces temps-ci, Harry se retrouve dans l'impossibilité de faire de la magie. Dans le livre, il répare sa baguette avec celle de Suro. Et après, vous dites que c'est un bon film. Avoir oublié un détail aussi important. Ils ont même réussi à rater le générique de fin. Ils auraient pu le styliser, c'est quand même la moindre des choses à faire avec une fin de saga qui aura duré 10 ans. Vous vous souvenez de mon analyse du premier et deuxième opus? J'avais critiqué John Williams en disant qu'il était trop premier degré sans trop de profondeur. Et bien là, j'ai un exemple inverse. Encore. Lily's thème. C'est le thème principal du 8e film. Il remplace même Edwige thème à certains moments. Mais donc pourquoi Lily's thème? Autre question, c'est un thème lent, profond, épique mais calme, et pourtant nous sommes dans le seul film de guerre de la saga. Donc voici mon analyse. David Yates a centré le film sur Potter. Potter seul, Potter triste, Potter amoureux, etc.
Desplat l'a suivi, en composant un thème non pas centré sur la bataille, le combat ou autre, mais sur le personnage, la psychologie d'Harry Potter. Et même si Ginny compte pas mal pour lui, une des rares femmes à qui il a pu se raccrocher, c'est sa mère protectrice. Je pense que par là, Desplat et Yates essayent de nous faire comprendre que Harry aime sa mère, et que c'est vers elle que vont ses pensées lors des combats. Pas vers Ginny ou Hermione, mais vers Lily. Le thème est triste, une voix s'élève, la voix de la Révolution, suivie par d'autres, l'Ordre du Phénix, l'armée de Dumbledore, les amis d'Harry. Mais il donne espoir. Le fait qu'il se situe en début d'album et qu'il soit repris seulement quelques fois, notamment dans Snape's Dummies ou dans le morceau de la mort de Voldemort, lui donne un côté étrange, novateur et important. Plus encore qu'Edwige Thème. C'est assez fort de la part de Desplat d'avoir réussi à changer le thème principal en un seul film. Autre thème important, c'est celui de Severus and Lily. Il suit certes l'image, mais en tant que musique, elle est superbe, avec toute une évolution calquée sur la vie de Rogue, mise en parallèle avec celle de Lily. Son commencement est gênant, avec des sons un poil bizarroïdes, symbolisant pourquoi pas la naissance. La suite est assez calme, avec un thème au violon, aux flûtes. C'est cool, c'est zen, c'est l'enfance. La rencontre avec l'autre. Il y a aussi la découverte de la magie, et que ce n'est peut-être pas si génial que ça d'être un sorcier. Vers 2 minutes 15, la musique s'assombrit. Le piano monte, les basses s'intensifient, les aigus deviennent tragiques. Il y a l'arrivée d'un ostinato au violon, signe que la tragédie s'amorce. Les cordes reprennent le thème. Cela arrive au même moment où Severus et Lily sont confrontés, chacun de leur côté et de manière différente, à Voldemort, via la mort des parents de Harry et à la vengeance de Severus. Pause vers 2 minutes 47. Vers 3 minutes, on pense Poudlard, avec un thème plus cool, le sifflet du train. Cette partie peut être étonnante, vu qu'à ce moment-là, Severus et Dumbledore parlent de la mort de Lily et du retour probable du Seigneur des Ténèbres. Pareil, ici il faut chercher dans le second degré. En parallèle de cette scène de discussion tragique, on imagine qu'Harry continue de vivre. Le sifflement peut rappeler son arrivée en train à Poudlard. Et puis, reprise du thème, avec la montée de violon du début. Mais très vite cela évolue mal, c'est le retournement. Le mal arrive et les choix de vie de Severus se détournent. Enfin, vers 3 minutes 44, arrivée de quelque chose, on stoppe tout, on arrive sur la fin. Il y a mise en parallèle de la mort de Lily et des récents graves événements. Piano triste et résonnant, violon, basse, cordes et bois. Et on arrive avec une sorte de pause donnée par des notes mezzo coupées au violon, comme pour signifier la fin de quelque chose, l'arrêt, la coupure. On peut noter qu'il reprend la même orchestration que Lily's thème, avec une basse en bourdon, un thème au violon et des chœurs. Ce qui le rend marquant, différent, mais pas trop du thème principal. Et on arrive à cette ultime montée, cet ultimatum, cette révélation parallèle entre Severus découvrant le corps de Lily et Dumbledore faisant la révélation sur la suite de la vie de Potter. On arrive enfin à ce final. Sachant que dans le montage du film, il y a la reprise du thème de la mort de Dumbledore composé pour le 6 par Nicolas Hooper. Par ce thème et cette scène, Yates et Desplat nous montrent avec une puissance tout le parallèle qu'il y a entre Severus et Lily, et surtout que l'obscur et le clair ne sont pas si différents. On peut noter bien évidemment l'énorme travail de mise en scène de Yates, les montages en parallèle, l'utilisation d'anciens plans des anciens films, la prise de vue penchée, obscure, les VFX, les déformations d'images. Superbe scène. Bravo. Malgré tout, j'ai quelques reproches à faire à la bande originale de Desplat, un peu les mêmes que ceux que j'ai fait à Hooper. C'est que la bande originale reste trop proche des films. Ce sont des compositeurs un peu le cul entre deux chaises, ils sont ni très classiques comme John Williams qui compose à la lettre sans trop se poser de questions, ni comme Hans Zimmer qui est plus... Moi, compositeur de musique de film? Ah non, moi je suis juste compositeur, hein, tu me laisses faire la musique comme je veux et après tu te démerdes pour la caser dans ton film. Flûte! Ce qui fait que je ne peux pas trop leur reprocher leur travail, ils ont tout compte fait bien suivi les écoles de musique de film. Si toutefois ce genre d'école existait. Ils ne sont pas des rebelles, des antisystèmes comme Hans Zimmer et sa clique, ils suivent ce qu'on leur a dit. C'est un petit peu ce que je leur reproche, de ne pas avoir leur propre style. Leurs albums ressemblent à un banal album de musique de film, du moins au niveau de la forme. Musicalement parlant, c'est bien plus complexe, et je trouve Desplat un compositeur très complexe.
mais il reste bloqué au film. Ce genre de compositeur pourrait faire des morceaux de 10 minutes autour des évolutions d'un même thème, mais ils ne le font pas, car ils ne sortent pas des clous imposés par le film, ou par, peut-être, je dis bien peut-être, imposés par l'industrie du cinéma au sens large. J'ai toujours l'impression avec ce genre de compositeurs qu'ils ont plein de talent, mais qu'ils ne le laissent jamais éclater. Et c'est un gros problème, c'est que les compositeurs restent bloqués. Soit ils sont dans le cinéma et ils sont bloqués, soit ils essayent de faire bande à part, en devenant par exemple compositeurs de musique de bande-annonce, mais c'est pareil, cette fois ils sont bloqués par les stéréotypes, les images. Car si je vous dis musique de bande-annonce, vous allez penser à ça. Alors que Thomas Bergatson, Joe Blackenburg, Nick Phoenix et plein d'autres ne font absolument pas que ça, je suis désolé. Et donc on perd un pan entier de l'histoire de la musique. Et je ne sais pas trop comment on pourrait éviter de tout perdre. Peut-être en acceptant que ce genre de musique, que l'on appelle couramment musique épique ou encore modern classical, puisse exister sans images, au même titre que du rock, de la pop ou de l'électro. Il y en a qu'un qui essaye de faire ça, c'est Hans Zimmer. C'est un des rares qui est foutu de se bouger le cul pour aller plus loin, pour sortir de cette foutue impasse. Alors après on ne va pas aller contre tout le système, il existe des compositeurs qui veulent rester de simples compositeurs de musique de film, en gros faire de l'ambiance améliorée, et qui ne veulent pas sortir de cette foutue bulle. Par exemple Philippe Scholler, le compositeur d'un très bon film au passage français, L'exercice de l'État. C'est de la musique de film. On va pas au cinéma pour qu'on a écouté la musique de Philippe Scholler. Il détruit lui-même son propre art qu'est la musique, il parle lui-même de frustration du compositeur. Essentiel dans la frustration que donne la composition de la musique de film, parce que c'est le réalisateur qui contrôle l'émotion résultante. Je reproche aussi un autre point dans la musique des Harry Potter, c'est qu'il n'y a pas trop de continuité entre les films et les compositeurs. À part Edwige Thiem, même s'il faut savoir que la plupart des compositeurs ont fait le minimum légal, sauf Alexandre Desplat qui a rattrapé un peu le coup. Mais je trouve dommage qu'il n'y ait pas de thème récurrent que l'on retrouve dans plusieurs films. Et pourtant ce n'est pas les thèmes marquants qui manquent dans cette saga. Je m'explique. Quand je parle de thème récurrent, je parle par exemple le saut de joie qu'on a tous eu quand nous avons entendu résonner le thème principal de Star Wars dans cette salle obscure où nous sommes allés voir le 7. Je parle de ce sentiment étrange qui nous prend à la gorge quand nous entendons à l'ouverture du 4e Pirates des Caraïbes le thème de Jack Sparrow. Je parle du thème de Davy Jones qui retentit plusieurs fois dans le second et 3e opus de cette même saga. Je parle du moment de la naissance de Dark Vador dans le 3e Star Wars où nous entendons enfin son magnifique thème. Je parle aussi du thème de la Force qui revient dans chaque film, toujours dans cette même saga. Vous voyez de quoi je veux parler? J'aurais pu prendre aussi des exemples par exemple dans Le Seigneur des Anneaux, où ça nous prend aux tripes, y a pas d'autre terme. Je parle de ces petites piques qui sont mises au bon moment pour vous faire ressentir une vague d'émotion due à un rappel d'une thématique. Dans Harry Potter, à part le thème principal, il n'y a rien d'autre. On aurait pu avoir un petit rappel du thème de Ombrage quand on la revoit. Desplat aurait pu réutiliser le thème de l'Obscur inventé par Hooper dans le 6e opus. T'as l'impression que les compositeurs se sont complètement foutus du travail de leurs prédécesseurs. Et c'est ça, c'est décevant. Ça ne va pas chercher plus loin. Voilà. Je suis déçu par cette saga. Déçu par le potentiel non exploité de la réalisation, du scénario, de la musique, des effets spéciaux, de l'adaptation. C'est de la déception que je retiens des Harry Potter. C'est triste. Je suis triste. Car ils étaient à ça de créer une putain de saga. Alors oui, la saga a marqué des générations, elle m'a marqué aussi. Mais ils auraient pu aller encore plus loin. Non. 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 Non.